Nous commençons aujourd'hui notre 5e atelier qui traite sur les thèmes sur comment les couples traversent le temps et l'espace. Donc en réalité, c'est expliquer qu'il y a différents types de couples et on va procéder en expliquant d'abord un petit peu comment surgit ces besoins ou ces désirs de construire un couple quand on commence à rentrer dans l'âge adulte. Ensuite, justement, on verra ce qui a été étudié par les différents sociologues. Il y a les 5 types de mariage, enfin, différents modèles, et aussi 5 styles de couples. Ce sont deux couples, une plus psychologique et l'autre plus sociologique, qui vont nous mettre un petit peu dans les sujets. Et ensuite, dans la deuxième partie, ce que je voulais vous présenter, c'est quelques exemples historiques et des personnages connus, disons, de l'art et de l'histoire, qui vont un tout petit peu illustrer les modèles dont on parle. Et on pourrait échanger et voir si vous avez d'autres idées sur ce type de sujet. Donc, effectivement, on va considérer que quand on rentre dans l'âge adulte, on va commencer à prendre sa vie en main. Et on va apprendre à faire des choix. Faire des choix dans lesquels on verra d'abord un certain idéalisme, c'est-à-dire on a des rêves, on veut construire des choses, et on commence à faire des projets. Bon, ça c'est disons déjà normalement dans l'adolescence. L'adolescence, nous avons une tendance naturelle à vouloir que les choses aillent mieux qu'aujourd'hui. Bon, la particularité de l'adolescence, c'est qu'on a la critique facile et la protection des aînés qui effectivement laissent ces âmes un tout petit peu divaguer, si je peux dire comme ça, avant qu'elles soient confrontées à la dure réalité où ce sont elles-mêmes qui devront assumer leur propre destinée et se prendre en main. Et je reviens au fait qu'on est en train d'expliquer que quand on entre dans l'âge adulte, eh bien, il va falloir faire des choix et sortir d'une sorte d'idéalisme léger, opportuniste, rêveur, à se dire, voilà, on va passer de la formule qui dit 1000 chemins s'ouvrent à nos pieds, au fait que parmi ces 1000, il va falloir choisir un. Et marcher. En plus, il faut plus rêver, mais marcher sur ces sentiers. Avec tout ce que cela va impliquer, des choses bien faites, d'autres moins bien faites, des expériences variées, mais c'est certain que c'est à partir de ce moment-là que l'on va chercher plusieurs choses. En général, on va chercher un partenaire, on va chercher à avoir des croyances fortes, on dira, chacun cherchera à trouver l'image de Dieu ou de quelque chose à laquelle croire, hein, et qui va signifier quelque chose de valable, chercher l'essence de sa vie et à réaliser ses rêves. Aujourd'hui, le thème du sens de la vie est très accentué, hein, puisque on se rend compte que notre société, qui avait un certain nombre de valeurs traditionnelles, y compris les thèmes du travail, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas mon sujet d'aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de remises en cause, hein, qui en partie sont juste dans le sens de chercher quelque chose qui permet un accomplissement plus complet de l'être humain. Donc, s'il y a une certaine maturité, la personne va pouvoir analyser avec objectivité ses aptitudes, ses besoins, les circonstances, et va donc pouvoir clarifier les valeurs auxquelles elle s'attache et construire son identité et sa vie à partir de là. Actuellement, on connaît assez bien les développements, disons, psychologiques à travers les âges de la vie. Et on dit que si de 20 à 30 ans, on cherche plutôt une réalisation personnelle, à partir de la trentaine, donc de 30 à 40, on va découvrir la responsabilité et l'engagement. Puisqu'effectivement, une chose est d'être tout seul, et une autre, c'est justement d'engager sa vie auprès d'une autre personne. Là, déjà, il y a quelque chose d'engageant. Et cet engagement et cette relation n'est pas si évidente et si facile. Et devenir responsable, c'est poursuivre des objectifs à long terme, résoudre les problèmes du quotidien en même temps. Donc, la personne responsable doit en même temps garder la vision, puisque c'est le propre de l'être humain d'être dans une quête d'amélioration et de progrès constant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le progrès est souvent résumé à la longueur d'une voiture ou aux avantages, entre guillemets, les transformations de l'environnement,
plus que les transformations intérieures. Donc, ça pose quelques problèmes pour savoir vraiment en quoi consistent ces progrès. Mais, quoi qu'on considère derrière ces mots progrès, la notion d'avancer, de progresser, de développer davantage de conscience fait partie de l'aventure humaine. Nous sommes constitués comme ça, à la différence, disons, des petits chats, ou des grands lions, ou des girafes, ou des éléphants, enfin, ou peu importe les espèces minérales, végétales, animales, qui poursuivent leur évolution tranquille, un peu conditionnés par leur espèce. L'être humain se sent toujours inachevé. Et il veut toujours être plus que ce qu'il était avant. Ça, c'est, entre guillemets, ce qui nous donne, pour nous, heureusement, une dimension philosophique. Il y a un besoin de transcendance. Mais en tant qu'il y a ce besoin de transcendance et cette vision de ne pas perdre de vue des objectifs à réaliser, il y a l'essence de réalité. Et c'est ça un petit peu le propre de l'adulte, c'est comment on marie toutes ces belles choses qu'on voudrait faire avec les contingences et les situations du moment auxquelles il faut s'adapter. Et en même temps, on commence à devenir responsable des autres, que ce soit sur le plan social, au niveau professionnel, ou sur le plan familial. Donc, cet adulte, pendant un moment, va utiliser ses moyens pour développer son intégration sociale, donc faire sa carrière, etc., travailler par rapport à toutes les demandes, entre guillemets, les critères qui sont souvent un peu extérieurs, mais en même temps, ou progressivement, il va également s'interroger sur sa véritable identité. Donc, il y a la quête d'identité qui va apparaître. Elle était au début, ensuite, justement, on rentre dans la vie active, on la met un peu en sourdine, mais elle est toujours là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je vous ai parlé sur les besoins de Maslow, hein, dans un des autres exposés, on avait présenté, dans la notion de la quête du bonheur, les 7 besoins. Donc, qui vont depuis les besoins plutôt physiologiques, biologiques, de sécurité, d'affection, d'autonomie, pour trouver un petit peu sa place. Justement, là, on commence à affirmer son identité. Et en même temps, des besoins de réalisation intérieure. Une quête de ce qui est juste, ce qui est beau, ce qui est bon. Donc, il y a quand même un être, disons, à l'intérieur de nous-mêmes qui ne va pas se contenter simplement d'avoir telle place ou telle étiquette. Donc, tout ça amène à développer une réflexion personnelle qui ira au-delà de l'opinion publique, d'être toujours d'accord avec ce que les autres peuvent penser. On va commencer à développer son identité. Donc, quand est-ce qu'il va s'éveiller ce désir de construire un couple? Eh bien, dans la mesure où on développe son sens d'identité, son identité propre, elle s'affirme, on peut envisager justement d'élargir son horizon et de faire fusionner son identité avec celle de quelqu'un d'autre. Si sa propre identité n'est pas mise en place, n'est-ce pas? Enfin, si on n'est pas très sûr de soi, on ne sait pas qui on est, etc., ça va conduire à un non-engagement, par peur de mettre son identité en péril. Donc il y a des gens qui se replient sur eux-mêmes, et ça amène un isolement, un repli sur soi, une situation aussi inconfortable et qui, dans certains cas, est vécu un petit peu comme un manque. Pour pouvoir réaliser cette aventure, disons, de construire les couples, il faut pouvoir être prêt à prendre des risques que l'on va associer avec un mot que j'aime bien, qui est assumer la vulnérabilité. Parce que dans une relation proche et intime, on sera vu tel qu'on est. Donc, on peut plus se cacher derrière les apparences ou les phares. Donc, ça mène à la quête d'une relation authentique, où on n'a pas peur de se dévoiler et pouvoir construire quelque chose ensemble. C'est en apprenant à répondre aux exigences souvent conflictuelles de l'intimité-rivalité que les jeunes adultes développent un sens moral. Et on arrive là à un point intéressant, qui est la notion que notre critère pour déterminer si on est devenu suffisamment adulte, donc capable d'être responsable, c'est développer son sens moral. La maturité morale demande que l'adulte soit capable de chercher
à dégager des principes moraux abstraits en jeu dans les différentes situations. C'est-à-dire savoir faire des choix par rapport à des principes philosophiques. Qu'est-ce que je considère bien ou juste? Est-ce que je suis en mesure d'agir selon ces critères? Et effectivement, on va constater dans la vie qu'il y a beaucoup de fois où les choses ne sont pas si faciles. Faire des choix, parfois les critères, disons, pour aller dans une direction ou l'autre, se pèsent difficilement. Dans la maturité, on apprend à relativiser ses points de vue et s'adapter davantage. Là, je reviens un petit peu à ce qu'on a traité la dernière fois. On a beaucoup parlé sur le thème de la communication. Donc, l'écoute, l'échange, pour comprendre un petit peu les cœurs des choses. Mais je pense que plus on est dans l'adolescence, et plus on est dans des formes de pensée, de morale abstraites et excessives. Donc, il y a une tendance à l'excès. C'est tout ou rien. C'est blanc ou noir. Il n'y a pas de gris, entre guillemets. Il n'y a pas les 1000, comme on a dit, les 50 nuances de gris. Toutes les subtilités n'apparaissent pas, disons, dans cette phase de construction de l'identité, la pensée. Comme on n'est pas très sûr de soi, il faut que tout ça fonctionne en bloc. Voilà. C'est comme ça et pas autrement. Et c'est pour ça que ça, malheureusement, souvent, ça s'est traduit par des modes d'expression très violents, puisque on est encore trop dans l'affectif et pas assez dans le mental. Et quand on apprend à vivre davantage et comprendre que bon, effectivement, l'être humain n'est pas parfait, mais qu'en même temps, il faut respecter des valeurs tout en étant humain, bon, on commence à développer une certaine souplesse. Et c'est intéressant, c'est un signe de maturité. Alors, quand apparaît le désir de paternité, qui sera une conséquence, n'est-ce pas, de cette construction d'un couple, dont nous disons que, en quelque sorte, pour qu'il soit basé sur les bons fondements, il demande que ce soit des personnes un petit peu responsables qui construisent cette relation, qui soient capables d'être à l'écoute, d'intégrer cette relation à l'autre, parce qu'ils ont déjà développé une identité suffisamment forte pour ne pas avoir peur de se perdre dans l'autre. Et à un moment donné, va apparaître le désir de paternité. Alors, quand apparaît ce désir de paternité, à partir du moment où on a un rapport satisfaisant, les deux partenaires peuvent opter pour ce qu'on appelle la vraie génitalité. La vraie génitalité. Donc, qui implique la responsabilité d'assumer, d'avoir et d'élever des enfants. Alors, on ne fait pas qu'avoir des enfants, on les élève. Donc, pour en faire quoi? Bon, surtout pas ses propriétés privées, ce qui était un peu peut-être le cas dans certaines circonstances, mais pour en faire des adultes responsables et épanouis. Au moins, idéalement, n'est-ce pas, l'enfant est un don que la vie met, disons, dans nos pas, mais qui devient justement une responsabilité parce que c'est une âme, c'est un être à part entière dont les parents vont jouer un rôle pour l'accueillir et l'aider à grandir, disons, de la façon la plus juste possible. En sachant que c'est pas seulement eux qui vont jouer un rôle d'influence, parce que progressivement, l'école, les copains, enfin bref, tout ça va aussi intervenir d'une manière assez forte. Mais bon, voilà, ça serait pour dire quelques éléments par rapport à cette paternité. Et par rapport aux premières crises dans un couple, alors là, il y a une chose intéressante à comprendre. On dit qu'en général, une fois que le couple est constitué, il y a une phase de consolidation. Disons, au bout de 7 ans, entre guillemets, ce sont des périodes de 7 ans. Je pourrais expliquer ça par l'astrologie, mais je ne vais pas le faire. Donc, où, disons, des processus un petit peu se consolident et changent. Donc, supposons qu'on est dans une phase de consolidation de carrière, il se peut que, disons, un des partenaires se désintéresse des relations intimes, parce que la carrière devient tellement importante qu'elle prend toute la place. Donc, il n'y a plus de lien pour l'intimité et le couple peut dépérir. Il peut aussi y avoir d'autres cas
par rapport à ces crises, des moments dans lesquels les deux partenaires ne sont pas dans le même moment, disons, de leur processus professionnel et personnel. Pardon, je prends un peu. Donc, il peut avoir, pour l'un, une phase dans laquelle il s'implique beaucoup dans sa carrière, et pour l'autre, une phase dans laquelle il souhaite avoir des enfants. Il est dans les désirs, disons, de parental. Bon, il y a beaucoup de cas, beaucoup d'histoires dans lesquelles on nous confirme cette problématique. Alors, soit ils arrivent à s'accorder, soit ça se désaccorde. C'est pas toujours évident, puisque les rythmes des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Alors, il arrive un moment dans lequel ces couples vont un petit peu se réorienter, et ça va se produire au milieu de l'âge adulte, entre 26 et 40 ans. Dans cette période, nous passons du jeune adulte, qui est à peu près des 20 à 30, à l'adulte un tout petit peu plus mûr, vers la quarantaine. Et là, il y a davantage de définitions et de précisions des objectifs. Donc, on doit savoir surmonter les obstacles par des attitudes objectives. Mais si les conflits affectifs et relationnels sont trop forts, ils absorbent toute l'énergie, et donc ça peut provoquer des problèmes sur les restes, disons, de sa vie personnelle ou professionnelle. Si par contre, on apprend à surmonter tout ça avec une bonne capacité d'adaptabilité, tous les obstacles et difficultés vont permettre d'enrichir sa propre nature. Et alors on va dire qu'il y a 4 caractéristiques qui permettent d'avoir une bonne adaptabilité. C'est un peu un rapport avec ce qu'on a vu la dernière fois avec la communication. Savoir lâcher prise. Il ne faut pas s'acharner totalement. Parfois, le mieux, c'est de lâcher. Assumer ses échecs. Donc, aussi, ne pas vouloir avoir raison tout le temps. Avoir le sens de l'humour. Voilà quelque chose de très important. Plus le temps avance, plus on en a besoin. Parce que ça permet d'alléger beaucoup de choses, et une bonne capacité altruiste, c'est-à-dire penser à l'autre plus qu'à soi-même. Ce sont des bonnes qualités qui font, disons, que notre nature humaine peut s'épanouir davantage. Les actions deviennent plus positives, il y en a de meilleurs résultats. Donc, comment assumer cette célèbre crise des 40 ans? Eh bien, c'est une période sensible face aux contraintes de choix déjà pris. C'est pour ça que même au niveau professionnel, il peut y avoir des réorientations des carrières. Au niveau donc de la relation du couple, on va parler du démon de midi, puisque, disons, l'homme de 40 ans va être peut-être attiré par la fille de 20 ans, au lieu de l'épouse qui a peut-être le même âge que lui, comme une manière peut-être de penser, de se sentir plus jeune. Alors, les possibilités autour de cette crise, c'est stabiliser par la réussite de sa vie, ou bien vivre un échec important qui peut finir par un éclatement dans ces structures et changements des structures de vie. Donc voilà. Tout ça, c'est un petit peu une gamme d'un contexte général. Néanmoins, les sociologues ont expliqué que les mariages étaient en général une source de stabilité. Eh oui, oui. Donc on va voir un tout petit peu quelque chose que je vous expliquer là. Après, j'expliquerai les modèles qui sont assez intéressants. Et la deuxième partie, on va s'amuser à chercher des exemples. Moi, j'en ai déjà une collection, mais c'est un bon exercice de voir un tout petit peu comment la nature humaine se crée toutes sortes d'expériences de la commedia dell'arte. Alors, quand on dit que le mariage est un facteur de stabilité, on dit en général que la plupart des gens décident de se marier ou rester célibataires au début de l'âge adulte. Comme j'avais expliqué au départ, je parle pas seulement du mariage, je parle de toute forme, disons, d'union, puisqu'on s'est rendu compte que bien que les mariages officiels ont diminué, les nombres d'unions restent les mêmes. On dit que les époux ont tendance à avoir des antécédents comparables,
les mariages les plus susceptibles de réussir quand les conjoints sont dans la vingtaine avancée ou plus, issus de la même classe sociale, pratiquent la même religion, se connaissent depuis longtemps et ne sont pas contraints à se marier par une grossesse imprévue. On a constaté que les mariages qui durent le plus sont ceux dont l'âge des deux conjoints est assez proche. Mais ce sont des études des sociologues. Mais sur une planète mondialisée, métissée, on trouve de nos jours davantage de diversité dans les unions. Comme l'exprime avec humour et autodérision la comédie « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est qu'il y a eu beaucoup de succès, à tel point qu'ils ont fait un deuxième numéro et un deuxième film sur les mêmes idées. Où, je vous rappelle, un couple de la haute bourgeoisie provinciale voit ses filles épouser successivement un musulman, un juif, un chinois, jusqu'à ce que la cadette s'unisse avec un catholique, mais d'origine africaine. Donc c'était vraiment un petit tableau de société, mais très bien mené, avec beaucoup de sens de l'humour, justement. Et on dit justement que les gens évoluent émotionnellement et socialement durant les mariages et se disent plus satisfaits de leur vie que les personnes célibataires, divorcées ou veuves. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a un bon équilibre entre les partenaires, et c'est ça qui rend, disons, plus heureux. Il ne faut pas être dans une relation de dépendance, soumission, etc. Quand il y a une part qui domine sur l'autre, eh bien, les bateaux tanguent un peu, donc on va essayer un peu de retrouver une certaine forme d'équilibre. Au fur et à mesure que l'intensité, l'insécurité, la nouveauté de l'amour-passion s'estompent, l'amour, s'il persiste, se transforme en camaraderie. Les personnes qui vivent cette sorte d'amitié amoureuse prennent plaisir à être ensemble, s'engagent tous les deux dans un avenir commun et se témoignent mutuellement confiance et loyauté. Voilà, ça c'est pourquoi on explique qu'effectivement, cette relation peut être enrichissante. Alors maintenant, je vous propose de travailler sur ce que j'ai mis dans les tableaux et qui fait partie de ces chapitres qu'on est en train d'étudier. Donc, on a essayé d'observer quel profil pouvaient prendre les différents types, disons, d'union, ou de mariage. Alors, on va parler des 5 types de mariage, et après, dans une vision plus sociologique, les 5 styles de couple. Ça recoupe un peu, mais c'est une approche un petit peu différente. Donc, dans les 5 types de mariage, on trouve d'abord ce qu'on va appeler les mariages conflictuels. Comme le nom l'indique, c'est « je t'aime, moi non plus ». Donc, c'est un type de couple dans lequel des gens de nature très différentes sont pris, justement, attirés par la différence. Ça va donner l'amour-passion, disons, très fort. Et qui, naturellement, vont avoir tendance à laisser exploser leurs différences, leurs petits conflits, pour après se réconcilier. Donc, c'est une sorte de relation un peu explosive. Mais ils doivent trouver un certain plaisir à passer par cet état de bagarre, disons, et réconciliation. J'ai connu quelques cas, et bon, et on verra un exemple que je vous donnerai au niveau de l'histoire, des gens qui sont arrivés à vivre, vieux comme couple, oui, mais dans cette logique. Cette logique d'espèce de confrontation stimulante. C'est une sorte... Bon, comme j'aime aussi l'astrologie, je pense que selon les signes et les natures, il y a des choses qui fonctionnent plus, avec un peu plus de feu, moteur explosion, que d'autres qui sont plutôt des lacs tranquilles. Donc, comme la nature humaine est très variée, on peut constater que tout le monde n'a pas besoin, on ne fonctionne pas de la même manière. Donc, en tout cas, je l'écris, les mariages conflictuels sévissent au gré des querelles et des plaintes perpétuelles. Les besoins des conflits et des tensions semblent cimenter les couples, qui durent souvent toute une vie, transformés en vaste champ de bataille. Mais la force d'union semble être plus forte que la force de séparation. Après, on a les cas du mariage routinier. Bon, les mariages routiniers, comme le nom l'indique, au début, il y a un petit moment, disons, de frisson, de passion. C'est pour ça qu'il y a l'attraction. Ils vont donc s'unir. Et ces premiers moments resteront dans le souvenir. La jolie photo, entre guillemets, comme on dit souvent, de la femme mariée avec sa belle robe,
Alors ça, je vais étudier quand on parlera la prochaine fois sur les archétypes féminins et masculins, et anima animus. On verra que justement, parfois la femme dirait que le jour du mariage est le plus beau de sa vie. Et la robe des mariés est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'elle a une, comment dirais-je, une rémémoration de l'image d'une princesse. C'est un instant royal. C'est une robe normalement qu'on ne met qu'une seule fois. Et plus elle est belle, et extraordinaire, et disons plus, elle porte une dimension symbolique très puissante. Après, la réalité peut être autre chose. Mais justement, comme on a besoin du rêve, c'est important. Donc, dans les mariages routiniers, après avoir vécu quelques moments d'enthousiasme, on va rentrer dans les métros boulot dodo, en fait, une vie un peu quotidienne, plus normale, et ils sont ancrés dans une routine assommante. Ils font ensemble les gestes de la vie, ils élèvent leurs enfants, ils maintiennent leur ménage, leurs obligations sociales. Il n'y a pas de conflit, mais peu d'intimité et de passion. Bon, c'est un peu ce qu'on verra tout à l'heure comme des mondes parallèles. Les routiniers, il y a eu un petit souffle au départ, qui après, c'est rentrer dans un train-train. C'est la différence avec les passifs. Les mariages passifs, et vous allez devenir expert dans la question, vous pourrez classer tous les gens que vous connaissez autour de vous, ressemblent au précédent, mais la passivité est présente dès le début. Donc, les conjoints semblent s'être retrouvés ensemble, parce que les deux voulaient se marier, mais sans aucun engagement émotif réciproque. C'est comme un contrat, voilà. Pour des raisons. Ça existait un petit peu dans les sociétés, enfin, un peu plus anciennes, où les mariages contrats, pour des arrangements, des intérêts des familles, étaient importants. Ces familles se consacrent à fond à la carrière, aux enfants, les mariages étant les scénarios où se déroulent les autres objectifs de leur vie. C'est un décor, c'est un cadre, c'est une convention. Mais il n'y a pas d'engagement affectif, c'est ça qu'on explique. Alors, passons au truc plus sympa. Les mariages dynamiques. Le mariage dynamique permet au conjoint d'être une source de joie fondamentale réciproque, tout en conservant une identité séparée. Donc, là, on a des fortes identités qui se régénèrent et se ressourcent mutuellement. Donc, c'est pour ça que c'est dynamique. Il y a un moteur, il y a une vie, il y a une recharge. C'est des gens qui aiment faire des choses ensemble, partagent les sentiments, considèrent les relations comme la chose la plus sérieuse de leur vie. Lorsqu'il y a un conflit, ils portent sur un point important et la tendance est à les résoudre rapidement. Donc, on ne s'éternise pas dans les conflits, parce que des frictions, des conflits, ça c'est inévitable dans la vie. Mais si ce qui unit est plus important que ce qui sépare, on saura faire la part des choses et revenir à l'essentiel. Bon, mariage dynamique. Et la dernière catégorie, il y a ce qu'on appelle les mariages total. Alors là c'est carrément la puissance, vous voyez, on n'est plus dans l'addition, on est dans une élevé à la puissance. Donc, il ressemble au précédent, mais témoigne d'une plus grande intensité. La réciprocité du couple domine toute la vie des partenaires et leur existence même semble fusionner. Mari et femme partagent tous les aspects de leur existence et ne connaissent que peu de sujets de tension. Donc voilà, là on est vraiment... En général, ce mariage total peut se manifester quand deux personnes sont vraiment engagées dans une même voie. N'est-ce pas? Ils partagent leur idéal, leur démarche, et en même temps ils sont dans une attitude de respect et de compénétration mutuelle, et ils construisent quelque chose qui les dépasse. Donc là, cette dimension du mariage total va apparaître plus clairement. Voilà, ça c'est pour les 5 types de mariage. Je vous donne les autres catégories, et ensuite on va essayer de trouver quelques exemples. Alors, d'autres études sociologiques plus actuelles vont parler aussi des 5 styles de couple. Et même, on va nous donner même le pourcentage. Vous voyez, c'est très précis comme histoire. Il y a ce qu'on appelle les styles association, qui correspond à peu près à 29% des couples, et les modèles les plus répandus, qui reflètent les attentes actuelles d'autonomie individuelle. Les membres du couple sont relativement indépendants l'un de l'autre, les rôles conjugaux sont égalitaires, peu sexués et négociés au quotidien.
On fait les contrats, tant d'heures de ceci, tant d'heures de cela, selon la disponibilité de chacun. Ce type de couple est peu routinier et ouvert aux influences extérieures, amis, famille élargie, connaissances, etc. Donc, il y a une certaine indépendance et il y a une idée de que, bon, on va se partager les tâches. Après, il y a le style appelé compagnonnage. À peu près 24% repose sur la fusion de ses membres. Ils ont de nombreuses activités communes et l'ouverture vers l'extérieur. Relations amicales et sociales riches et variées. Les rôles conjugaux sont peu différenciés. Les deux membres partagent les tâches domestiques et éducatives. Donc, ils sont un tout petit peu plus proches dans les compagnonnages que dans l'association. Donc, il y a une fusion de ces membres et ensemble, ils sont ouverts vers l'extérieur. Ils se partagent les tâches. Il nous reste un troisième cas qui est ce qu'on appelle le style parallèle. Comme le nom l'indique, 17%, qui serait, selon cette étude, le plus proche du couple dit traditionnel, dans lequel prévalait, jusqu'au début des années 70, le fait que la femme s'occupe du foyer et adapte ses engagements, travail, loisirs, aux contraintes domestiques. La femme au foyer. Et l'homme assume les revenus du couple. Routinier, chaque membre évolue indépendamment de l'autre. Donc voilà, chacun a son plan, disons ses responsabilités respectives, les contrats, et par des voies parallèles, qui se croisent beaucoup moins. Les styles bastions, à peu près 16%. Alors là, ces couples, là, même les couples et la famille, c'est un cadre plus élargi, est une forteresse imprenable, qui repose sur des rôles conjugaux distincts et hiérarchisés selon le sexe. La femme s'occupe du foyer, la routine s'établit au fil des années, le monde extérieur engendre la méfiance. Contrairement au style parallèle, les relations entre les membres sont fusionnelles, loisirs communs par exemple. Donc dans les bastions, ils sont plus associés, donc ils construisent ensemble un espace forteresse. Ils peuvent avoir une attitude, n'est-ce pas, de considérer le monde un peu hostile, donc il faut créer un espace de protection, disons, et en même temps, bien sûr, structuré, hiérarchisé, etc. Quant au style cocon, 15%, c'est un profil émergent qui se fonde sur la fusion des membres et un repli relatif sur la vie familiale. Les rôles conjugaux sont assez identiques, ce qui est le destin du bastion. Bon, les décisions sont prises de manière égalitaire. Donc, dans le style cocon, la différence, ils sont très fusionnés, et en même temps, justement, ça reprend le modèle de l'association dans le sens que tout le monde partage les tâches, les missions. Voilà, ça c'est une classification. Moi j'aime bien le premier qui est plus le profil psychologique, mais celui-là, ça nous donne une petite idée de vision plus sociale. Alors, effectivement, les couples, ça peut fonctionner ou pas, et quand ça fonctionne pas, on peut aller au divorce. Et oui, il faut parler de tous les cas de figure possibles. Alors, donc, par rapport à ça, un divorce est suivi d'une période d'adaptation douloureuse, même pour le conjoint qui a pris l'initiative. Évidemment, on a construit quelque chose, on croyait, ça avait l'air bien, mais après, donc, si ça marche pas, comme c'est basé sur une relation affective, il faut assumer la rupture. On confirme, on signale que 4 personnes sur 5 divorcées se remarient. Généralement 2 ou 3 ans après le divorce. Bon, et maintenant, ils ne se marient pas une seule fois, 2, 3, enfin, c'est devenu un petit peu à la carte. De nos jours, un plus grand nombre d'individus se sentent libres de rester célibataires jusqu'à un âge avancé ou de jamais se marier. Oui, c'est vrai que l'institution du mariage a changé d'une époque dans laquelle c'était vraiment une obligation sociale très importante, justement, qui répondait plus à ces modèles d'association, disons, de parallèles, etc., ou passifs qu'on a vu tout à l'heure comme modèle, parce que ça faisait partie du contrat. Et l'affect ou l'amour dans les mariages n'était pas obligatoire. Ça, c'est bien expliqué par le philosophe Luc Ferry, qui explique sur l'évolution de l'amour à travers les siècles, en expliquant comment on est passé d'un contrat social où, justement, chacun des partenaires pouvait avoir une relation affective par ailleurs,
au fait d'introduire l'amour dans la notion du couple. Et même arriver au fait de dire, voilà, si quelqu'un est célibataire, c'est pas montrer du doigt comme quelque chose de... Parmi les avantages de la vie des célibataires, il y a la chance d'explorer des carrières professionnelles et de voyager, les sentiments de ne dépendre que de soi. Parmi les aspects négatifs possibles, augmentation du stress lié au fait de devoir souvenir seul à ses besoins et ne pas pouvoir établir une communication intime pour partager ses soucis. Alors, on a vu que devenir parent, mais ça, ah oui, petit point sur l'effet de la parenté qui me paraît intéressant à souligner. Bien sûr, avoir un enfant va rendre au couple un petit peu sa raison d'être, qui est de créer en quelque sorte une œuvre commune, qui dans ce cas-là sera l'enfant, qui peut aller du partage des responsabilités communes jusqu'à l'acceptation de l'entière responsabilité d'une vie nouvelle. La femme vit l'expérience parentale en mettant l'accent sur l'importance de l'amour et la chaleur de la relation avec l'enfant, tandis que l'homme met l'accent sur son rôle d'éducateur. Alors, ce dont il faut faire un petit peu attention, il faut réfléchir, c'est ce qu'on appellera les mauvaises raisons d'avoir des enfants. C'est-à-dire, quand cela sert d'alibi pour développer une identité que les gens n'ont pas construite, ou dans une vision possessive, ou dans une vision justement qu'ils compensent ce qu'on n'a pas vécu. Donc on dit, on peut dénombrer la recherche d'un sens à la vie, la compensation des manques affectifs vécus dans l'enfance, les sentiments qu'il est indispensable d'avoir des enfants pour s'épanouir en tant que femme, ou une tentative de renflouer un mariage. Ça, on va dire, ce sont les, comment dirais-je, les mauvaises raisons. Parce que c'est plutôt pour des raisons de satisfaire son propre ego blessé et pas véritablement pour dire, voilà, on va assumer l'avènement d'une nouvelle vie dont on va prendre la charge pour les conduire vers son épanouissement. C'est une responsabilité d'avoir des enfants. C'est pas un jouet. J'ai envie d'avoir un enfant. Ça, c'est pas une manière de raisonner. En tout cas, pas trop rassurant pour les petits enfants qui doivent venir. Toutes ces attitudes témoignent d'une immaturité psychologique des parents qui considèrent l'enfant comme leur propriété, de façon égoïste, en fonction de leurs propres besoins. Pour prendre une décision de cette envergure, la femme doit réfléchir pour savoir si elle aime réellement la présence des enfants et si l'idée de faire partie d'une famille avec des enfants lui plaît. Si elle pense pouvoir concilier vie professionnelle et vie personnelle, elle peut aussi se demander si elle a les qualités nécessaires pour être une bonne mère. L'enfant enrichit les parents en leur apportant des expériences nouvelles, mais il implique une forte responsabilité et une charge importante à assumer, non seulement pour satisfaire ses besoins matériels, mais aussi pour l'aider à mûrir et à s'épanouir pleinement comme un être humain autonome et indépendant. Voilà. Bon, ça, ce sont un petit peu différents éléments de l'encadrement de cette notion du couple et comment travailler sur ces subtiles expériences. Bien. J'ai fini avec ça ma première partie de l'exposé. Après, je vais travailler sur les exemples. Donc, même si on finit un petit peu avant, c'est pas trop problématique. Je voudrais peut-être, avant de faire la pause, réfléchissez. Est-ce que vous auriez un exemple, ça des gens que vous connaissez, non, parce que ça, on ne pourra pas les partager, mais des personnages de l'histoire, des personnages célèbres ou autres, que vous mettriez, disons, pour remplir au moins dans les 5 catégories, conflictuelles, routinier, passif, dynamique, total, ou sur un parmi eux, si chacun peut donner un exemple, ça sera le but de l'exercice. Moi, après, je vous donnerai les miens. Comme ça, on fait un petit échange. Celle de Saint-Exupéry avec... Rosa. Oui. On le mettrait... Il y a un côté dynamique quand même. Oui, il y a un côté dynamique, c'est très bien. Donc, c'était cette épouse, je crois, je ne sais pas si c'était argentine, Rosa, je ne me souviens plus le nom exact, et qui va inspirer la rose du Petit Prince. Donc, c'est quand même pas n'importe quoi. Et effectivement, il avait
un sentiment très profond. Saint-Exupéry pour elle aussi. Et donc, justement, oui, je pense qu'on peut le situer dans les cadres dynamiques. Et même, il y a un côté très idéal, puisque cette rose dont il fallait qu'il s'occupe, n'est-ce pas? Tout ce que les petits princes disent sur la rose est très beau. Ouais, c'est bien, c'est un bon exemple. Alors, pour les autres. Ça peut être un personnage de la littérature, en fait. Pardon? De films. Ou de films, bien sûr. Littérature, film, réalité. Histoire, il y a des personnages historiques aussi intéressants. Vous voyez pas? Oui. J'ai récemment vu le film La femme de Tchaïkovski. Ah oui. Pour le coup, c'est très conflictuel entre les deux. Oui, c'est vrai, exact. Donc on peut les situer dans les conflictuels. C'était en même temps, disons, pardon, un peu association, dans le sens que c'était un contrat, puisqu'on savait bien que lui, il n'aimait pas trop sa femme, mais elle l'aimait énormément. Donc à partir de là, ça donnait une relation de type conflictuel très fort. Oui, oui, très bien, il faut le placer là. Vous avez entendu parler des mariages. Il y a un film qui vient de paraître sur les mariages de Tchaïkovski, la femme de Tchaïkovski, ça s'appelle. Un film russe, c'est très bien. Non, non, mais pas celui-là, ouais, d'accord, mais d'autres. Et Rodin et Camille Claudel, on pourrait les mettre entre le... C'est dynamique aussi quand même, et conflictuel. Voilà, dynamique et conflictuel. Très bien. Oui, je l'avais mis dans mes exemples. Très bien. Vous parlez la dernière fois, c'était la relation du président Macron. Brigitte Macron. Ah oui, c'est ça. Je cherche. Au moins dynamique. Passif. Pourquoi passif? Vous pensez qu'ils n'ont pas... Je pense que malgré tout, quand il y a une différence d'âge, il y a quelque chose qui... il y a forcément, c'est pas possible autrement. Ça, on ne peut pas vraiment savoir. Parce que surtout comme ça a commencé très tôt et qu'il n'y a pas eu, pour moi, ce qui me dérange, c'est que c'est comme s'il n'avait pas vécu sa totalité. Il est passé directement de l'enfance à l'adulte. Et il n'a pas eu sa chambre de bonne. Vous voyez, c'est comme de l'adolescent. Vivre seul, se retrouver face à soi-même, quand on est étudiant, c'est un moment très important pour choisir son chemin. Et il ne s'en rend pas compte puisque personne ne lui dit. Mais si... oui, je comprends. C'est possible. Sinon, moi, je pense quand même que c'est entre dynamique. Je pense qu'il y a quelque chose de dynamique quand même, parce que une source d'inspiration. Enfin, il semblerait que cette personne est un peu forte. Dans un sens, oui. Ok. Vous avez un exemple? Pour moi, c'est toujours pareil. Pour moi, nous sommes en train de faire un actuellement, maintenant, pas de pathologie. C'est-à-dire, on essaie de voir comment les hommes créent des pathologies. Parce que pour vous, toute relation est pathologique. Non, mais le mariage, c'est une pathologie. Ah, ça, c'est votre point de vue. Oui, mais d'accord. Pour moi, c'est difficile. Bon, dans cette pathologie, un exemple de... Alors, classifions dans ces exemples. Est-ce que vous trouvez un exemple qui... beaucoup de mal, je connais très peu de biographies, je pas mal, mais aucun couple. Mais plutôt, je m'appelle à vous, si vous êtes capable de classer le mariage de Brigitte Macron, par exemple, dont elle parle la voisine. Vous devez le classer. Althusser et son épouse. Sartre et son épouse. Bien sûr. La Sartre, je l'avais mis. Je ne connais pas les biographies. Bien sûr. Il faut connaître davantage. Sa femme. Ah oui, mais il y a des cas très intéressants. Disons, on fait des approximations. C'est un petit peu l'impressionnisme. On n'est pas en train de faire une étude approfondie. Moi, j'ai donné dans les livres quelques exemples plus poussés. Enfin, un tout petit peu plus, mais bon, on va les traiter tout à l'heure, d'autres exemples. Alors, moi, j'avais mis, par exemple, je vous donne dans les exemples que je ne vais pas développer dans les détails,
Pour les exemples de couples total, j'ai mis des modèles plutôt de la littérature et de la mythologie. Il y a un que j'aime beaucoup, c'est l'exemple de Philémon et Baucis. C'est un récit qui se trouve dans les Métamorphoses d'Ovide. Donc c'est un vieux couple paysan très simple qui vit dans une forêt, un lieu tranquille. Et un jour, Zeus se déguise en voyageur pour voir un peu comment vont les humains. Il arrive dans cet endroit où ce vieux couple qui n'a rien fait preuve d'une hospitalité extraordinaire, etc. Donc, il est tellement satisfait, disons, de leur accueil qu'il veut leur offrir quelque chose. Et en fait, ils veulent, disons, mourir ensemble, rester ensemble à la fin de leur vie. Donc, ils veulent être enfermés dans 2 arbres qui vont être unis pour évoquer l'idée de rester unis jusqu'à la fin des temps. Parce que le livre de Métamorphoses d'Ovide traite sur beaucoup d'aventures dans lesquelles les humains se transforment dans d'autres êtres. Après, il y a les cas d'Orphée et Eurydice, dans les mythes. Vous vous rappelez qu'Orphée épouse une belle nymphe qui s'appelle Eurydice, et le jour du mariage, elle est piquée par un serpent, elle meurt, donc elle descend dans les enfers, et comme Orphée, c'est le merveilleux poète qui enchantait tous les êtres, il va calmer le Cerbère, il descend dans l'enfer, il enchante même Hadès et Perséphone, qui finissent par accepter qu'Eurydice puisse sortir du monde des morts, ce qui est une exception extraordinaire. Sauf évidemment par la réincarnation, mais ça c'est d'autres histoire. Donc alors, ils sortent, et tout le monde connaît cet épisode, puisque au moment la condition c'est que Orphée ne se retourne pas pour regarder son épouse, tant qu'ils ne sont pas sortis jusqu'à la lumière du jour. Et quand il donne le dernier pas, et les premiers rayons apparaissent, il est tellement enchanté qu'il se retourne, mais c'est trop tôt. Donc Eurydice redescend dans le monde souterrain, et Orphée remonte au monde terrestre, disons, des vivants. Donc c'est en même temps une tragédie, mais c'est un peu un modèle de ce que j'appelle le couple total. Ils sont dans une union, puisque malgré qu'elle est dans l'au-delà, elle reste la source inspiratrice du poète. Donc pour le thème de l'anima animus, c'est un exemple. Dans ce type de figure aussi mythique, il y a Dante et Béatrice, qui est celle qui conduit les poètes dans son chemin à monter dans la Divine Comédie, de l'enfer, le purgatoire jusqu'au paradis. Tristan et Isolde, c'est une autre belle histoire, incroyable, la fin, et d'ailleurs la musique de Wagner, la fin des dernières parties, disons, il y a cette union dans la mort de Tristan et Isolde. Bon, c'est un peu dramatique, les histoires, mais c'est quand même intéressant. Et Roméo et Juliette. Donc en fait, on est dans des cas des patients où il y a toujours cette relation entre le visible et l'invisible, entre la vie et la mort. Et sinon, dans les personnages un peu historiques, je dirais, entre les totales et les dynamiques, je pensais aujourd'hui d'autres exemples des artistes. Je ne sais pas si vous connaissez Jordi Savall. Je ne connaissais pas Jordi Savall. Bon. C'est un musicien extraordinaire qui a créé les concerts des nations. Il fait de la musique classique, de musique avec des instruments anciens. Dans les matins des magiciens, celui des musiciens, le matin, comment ça s'appelait? Il y a un film très célèbre sur les matins de... Je me souviens plus des titres exacts, mais en fait, en tout cas, c'est un musicien exceptionnel, qui est catalan, et il était marié avec une chanteuse exceptionnelle qui s'appelle Montserrat Figueras. Là, elle est décédée récemment, mais les deux, ils avaient une fusion à travers la musique qui était extraordinaire. Donc là, pour moi, c'est les modèles, et vivants. Je suis plus dans Orphée et Eurydice, des gens qui étaient vraiment tout à fait unis à travers l'art qu'ils sublimaient. Donc si vous entendez parler, si vous allez voir par YouTube, Jordi Savall et Montserrat Figueras, vous verrez qu'il y a des choses merveilleuses dans cette musique. Nous avons aussi John Lennon et Yoko qui a été étudié. Oui, aussi, tout à fait. Mais je ne connais pas la bibliothèque, je ne suis pas dans le... C'est pas grave. Pour l'instant, nous sommes à peine, on va pas passer un examen, donc on est juste dans les touches, les petites touches. Vous avez fait dans la liste, oui. Vous nous avez proposé de vous donner des exemples de couples. Oui. Ah, mais bon, vous avez fait une autre liste d'amours historiques qui ont duré, on n'a même pas existé. Dante et Béatrice n'ont pas existé. Bien sûr, pour ça que j'ai dit que je pouvais prendre dans différents modèles. Ben, comme ça, on peut s'aimer bien sûr. pendant 15 minutes.
C'est parfait. Pas de problème. Non, mais effectivement, on peut ajouter John Lennon et Yoko, qui était aussi un autre cas un petit peu fusionnel. Et aujourd'hui, j'ai pensé aussi à Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault. Vous savez, vous connaissez les gens du théâtre, c'est des formidables acteurs, n'est-ce pas? Alors, je suis allé chercher un YouTube et il y a un petit extrait du moment où ils se sont rencontrés. Alors, c'est très, très tendre une histoire, parce que lui, c'était une sorte de... Elle était déjà à la Comédie Française, c'était une grande actrice, etc. Et lui, il habitait dans un coin un peu très bohème avec d'autres copains. En fait, il allait se baigner, se laver dans une douche, les douches publiques, etc. On parle des années 36, vraiment, c'était les Paris un peu bohème, hein, vraiment, c'était vraiment incroyable. Et on les suggère d'être un premier dans un film avec Madeleine Renaud, qui était déjà une actrice connue, etc. Donc, la personne le producteur lui dit, bon, mais quand même, il faudrait que vous rasiez, vous habillez un peu, c'est un peu plus propre, enfin, pour aller voir une grande personne. Donc, il va la voir et donc, il l'accueille dans une super maison très bourgeoise et tout ça, il entre l'endroit. Et il raconte, lui, l'anecdote, il dit, bon, alors il me demande si j'aime la couleur de ses cheveux. Alors il lui dit, si vous étiez, quand vous serez ma femme, pour moi, vos cheveux sont parfaits. Voilà. Et il commente que c'est pas exactement ce qui l'a le plus intéressé, mais qu'effectivement, c'est de leur attraction mutuelle, c'est qu'il a déduit, enfin, c'est très joliment dit, qu'il pensait que chaque jour de sa vie devait être comme le premier. Donc, ils ont réussi à créer une relation aussi très profonde, et très intime. Donc voilà. Quand il y a, je pense que quand il y a une œuvre ou quelque chose d'inspiratrice, ça va aider à que les couples puissent s'accomplir et aussi par rapport à ses qualités. Bien, on va faire la pause et après, on donnera d'autres petits exemples et je donnerai 3 exemples plus en détail que j'ai mis dans les livres. Là, j'ai bien étudié les biographies, enfin un peu. Que je vous raconterai. Donc, on s'est fait 10 minutes de petite pause. OK? Donc, comme il y a, je crois il y a notre cours à côté, on va aller à l'entrée. Si vous voulez prendre un thé ou autant, c'est fait. Non, malheureusement, je ne vais pas pouvoir rester. Malheureusement, parce que ça me fait... À quelle heure vous devez partir? Sinon, on continue, on ne fait pas la pause. Ça dépend comment vous êtes. Parce que moi, je peux faire finir plus tôt aussi. Ouais. Alors, comment vous êtes venu? Comment vous êtes venu? En fait, par... orienté vers la bonté du couple. Bien sûr, mais comme j'ai un super couple, je fais la pub du couple. C'est pour ça que je vous taquine. Mais bien sûr, mais j'accepte. J'accepte. Je ne suis pas contre. Je sais que c'est pas si facile que ça, mais bon. Vous connaissez cette phrase, l'amour rend aveugle et le mariage... Voilà. Ah, celle-là, elle est pas mal. Elle est digne de Sacha Guitry. L'amour rend aveugle. Non, comment l'amour rend aveugle? L'amour rend aveugle et le mariage rend la vue. Je vais la noter, je vais la noter dans le truc. Pas mal. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez continuer. Vous pouvez partir à quelle heure? Vous devez partir à 5h30? Disons, terminé. Si non, mais parce que à quelle heure vous devez partir? Je sois vers 18h30 dans le 19e. Bon, on va faire une chose. À 5h30, je finis, à peu près. Je pense que je peux vous poser une question? Bien sûr, bien sûr. Comme ça, on ne va pas se le poser. Parmi les facteurs qui ont rendu possible la survie du mariage pendant quelques siècles, il y avait à la fois la possibilité de tuer son époux ou son épouse, il y avait aussi quelque chose... tuer, ah oui. D'accord. Le roi d'Angleterre, simplement... Oui, ben c'est sûr, absolument. Henri VIII, c'est sûr. Encore mieux. C'était faisable. Et il y avait un autre facteur qui rendait le mariage possible, donc je ne sais pas si vous avez parlé, ou si vous avez parlé, c'était les maisons closes. Oui. L'abolition des maisons closes avait terminé la chute vertigineuse parmi les autres facteurs de la possibilité de survivre avec cette grande maladie et le mariage de devoir se concentrer sur une seule personne. Là, il y a les autres anecdotes. Pourquoi je vais aimer une seule personne alors que je peux donner mon amour à plein de bien sûr, il y a plein de manières de le voir. Mais je pense que, bon, c'est un petit peu, comme l'espèce humaine est très particulière,
Et elle peut expérimenter ce que dans la nature est expérimenté par les différentes espèces animales. Donc, effectivement, vous allez avoir toutes sortes de modèles. Depuis les pingouins très fidèles, je ne sais pas quels autres oiseaux, et qui choisissent un couple, les hippocampes, etc., jusqu'à d'autres comme les... Je ne sais pas si ce sont les escargots, qui sont hermaphrodites, ils changent de sexe. Si on étudie la nature, on dit entre guillemets de la sexualité, il y a tout. Donc il n'y a pas de problème. Et l'humain, il s'amuse à faire ça. Mais quand même, l'intéressant, j'explique, peut-être vous comprendrez mieux vers où je vais dans mon orientation, selon vous, idéologique, moi je dirais plutôt philosophique, quand je ferai les prochains exposés sur Anima Animus. Parce que je m'inspire de la pensée. Et là, vous avez déjà annoncé que vous le ferez au mois de mai. Mais oui, c'est forcément. Mais vous n'êtes pas là. J'espère être parti là où vous venez actuellement. Vous serez parti? Pourquoi? J'espère être à Rome à ce moment-là. Ah, vous êtes un voyage, d'accord. Bon, vous écouterez après. Parce que là, je vais expliquer plus de choses, vous comprendrez mieux pourquoi l'idée de choisir un est pas mal. Alors, l'amour rend aveugle, je la note parce que j'ai gagné le clou de la journée. L'amour rend aveugle et les mariages. Alors, justement, la grande épreuve de la maturité, c'est que, en récupérant la vue, il faut continuer à aimer. Ok. Bien, merci de votre apport. Alors, nous allons passer à la deuxième partie. Je crois que tu as arrêté un peu d'enregistrer, là, non? Ouais. Tu regardes tout? Ah non, mais après, il faut couper un peu. Bon. Donc, alors, voilà ce que je voulais vous raconter. Dans les modèles des couples un peu plus conflictuels ou autres, et passionnels, j'avais mis Rodin et Camille Claudel, j'avais mis Napoléon et Joséphine, c'était quand même une passion brûlante. Et un autre des artistes connus, Diego Rivera et Frida Kahlo. Là, c'était aussi très, très puissant comme relation, surtout que cette fille, l'histoire de Frida Kahlo, il y a eu des films intéressants là-dessus, était impressionnante. Une personne au niveau de la santé qui a eu des accidents, vous savez, un accident terrible avec à l'époque c'était un tramway, donc il avait écrasé toute la colonne, elle est restée couchée énormément de temps, elle peignait quand même, c'était un personnage très inspiré, très spécial, enfin, il dégageait une puissance, je sais pas si vous voyez de qui on parle, non? Frida Kahlo, peintre mexicaine, et Diego Rivera, c'était aussi la vedette, entre guillemets, de l'époque. Bon, dans les couples dynamiques, j'ai pensé, alors, évidemment, pour revenir aux familles royales qui s'assassinent pas tout le temps, il y a les cas de la reine Victoria et le prince Albert, dans lesquels, effectivement, elle a énormément aimé son mari. Et ils ont eu 12 enfants, enfin, donc ça n'a pas empêché d'être la reine, mais quand même, au niveau de la relation, disons, couple et mère, c'était très intéressant. Il a gardé après son état de veuvage tout le reste de sa vie. Il y a des très bons films actuellement sur la reine Victoria. Et les cas d'Élisabeth II et les princes Philippe aussi. Là, vous avez quand même deux cas dans cette dynastie anglaise où la nation du couple était au moins dynamique. Si c'était pas total dynamique, je dirais. Parce que les princes Philippe n'étaient pas toujours très contents d'être seulement les princes. Enfin, il y a plein d'histoires intéressantes. La série de Crown, dans les premières parties, est très instructive pour comprendre comment la princesse s'est construite, mais quand même, elle était tombée amoureuse de ce garçon quand il était presque rien. Un prince, disons, d'une famille grecque en exil, donc c'était pas vraiment le parti parfait. Au départ, elle pensait pas qu'elle allait être la reine. Donc, en fait, ce sont deux destins qui ont suivi des aventures incroyables. Mais dans sa nature, son caractère et le style anglais, il a souvent expliqué qu'il a beaucoup apporté. Parce qu'il avait un bon sens de l'humour. Je pensais aussi à Jean-Paul Sartre et Beauvoir avec un type de relation très libre, disons, en fait, plutôt associé. Mais bon, Abélard et Héloïse, là aussi c'était une passion très forte, qui n'a pas fini très bien, mais bon. Mais je citais plutôt les côté un petit peu dynamique. Dans le livre, je parle aussi, pour voir un petit peu l'exemple de différents styles d'amour et relations, le vieux film « Autant n'importe le vent », avec un côté passionnel d'un personnage, l'autre plus paisible, bon.
Mais ce sont toujours les épreuves de comment on travaille avec cet univers, disons, des sentiments. Et alors, quels sont les exemples que je voulais vous raconter plus en détail? J'ai mis 3 exemples. Amour-passion avec Elizabeth Taylor et Richard Burton. C'est amusant parce que ça se retrouve dans les films de Cléopâtre, avec la grande passion de Cléopâtre Marc-Antoine. Parce que ce personnage de Cléopâtre est aussi, entre guillemets, un personnage de cinéma. Là, vous êtes dans un personnage historique, mais dans une vie absolument incroyable. D'abord, sa relation avec César, et ensuite avec Marc-Antoine, et tout ce que cet amour-passion va déchaîner, et qui va réapparaître chez ces 2 acteurs quand ils se retrouvent pour faire le film. Ils ont fait aussi le film La Mégère Apollonoise. Absolument. Et qui traduisait bien l'aspect passion conflictuel, parce que c'est un couple extrêmement conflictuel, avec tous les débordements, bien sûr, drogue, alcool, etc. Bon, le climat, entre guillemets, hollywoodien n'est pas très bon par rapport à ça, mais voilà ce que j'ai trouvé d'instructif, parce qu'il faut toujours apprendre de tout ce qu'on peut, n'est-ce pas? Soyons positifs, soyons positifs. Donc, alors, bien, se sont mariés 2 ou 3 fois, mariés, divorcés, remariés, enfin, offert des bijoux extrêmement riches, et effectivement, cet acteur qui était un acteur de shakespearien au départ, hein, donc de grande qualité, va envoyer des lettres d'amour où il explique que tu es sans doute la meilleure actrice du monde, ce qui combiné à ta beauté extraordinaire te rend unique. Donc en fait, il est en admiration et adoration devant cette femme. Donc on est en fait sur Mars et Vénus. Je suis dans l'archétype Mars-Vénus, très attirés, disons, d'une manière passionnelle, l'un par l'autre. Ils s'aiment, se disputent pour des broutilles, se réconcilient, se disputent à nouveau. Bon, bref, je ne rentre pas trop dans les détails, mais leur amour leur donne aussi l'inspiration et la joie. Et alors on dit, les plus grands bonheurs, dira Richard, le reconnaît, ont été avec cette fille, Elisabeth. Elle a fait de moi, alors ça c'est curieux, mais c'est intéressant, elle a fait de moi un homme moral, mais pas snob. Elle est une maîtresse follement excitante, elle est timide et pleine d'esprit, elle est dupe des personnes, elle est une actrice brillante, elle est belle au-delà des rêves de la pornographie. Elle peut être arrogante et volontaire, elle est douce et aimante, et elle-même. En plus de tout, elle-même. C'est très tendre, n'est-ce pas? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il explique qu'elle a fait de lui un être moral. Donc elle apportait pas seulement, disons, les charmes, disons, sexuels. Bon, ensuite, ils se sont divorcés, remariés, et à un moment donné, il s'est marié à la fin avec une autre fille. Elle lui demande de ne pas le faire, mais en fait, il s'est marié et il meurt un mois après le mariage d'une hémorragie cérébrale. Et la fille dira, Elisabeth Taylor, j'aurais épousé Richard une 3e fois. Dans ce milieu de Hollywood, après le destin tragique des grandes stars en quête d'amour et de dignité, comme Marilyn Monroe, parce que là, c'est un autre cas. Mais là, c'est plus, c'est pas à travers les couples qu'il va se réaliser, mais elle cherche son identité. C'est une personne qui cherchait profondément son identité. Là, c'est étudié plus par rapport à l'archétype Aphrodite, dont elle voulait un peu se détacher, parce qu'elle est trop prise par cet archétype, tout en voulant être une personne qui soit reconnue par le fait qu'elle peut aussi penser, réfléchir, et pas simplement être belle. C'est très problématique. Bon, après, j'avais noté, quand j'écris les livres en 2005, il y avait d'autres couples plus jeunes, plus équilibrés, mais tous les exemples que je vis, entre-temps, sont divorcés. Donc, évidemment, ça va dans le sens de notre critique, évidemment. Ça résiste pas. Ça résiste pas. L'amour du quoi? Ça a été déterminé pour des raisons que vous n'avez pas évoquées. Nous avons parlé le mois dernier, problèmes économiques, il faut aller chez le notaire. Les animaux n'ont pas de notaire. Non, c'est sûr. Les êtres humains, ils ont trouvé cette chose fantastique. De faire des contrats. Et le notaire, et le contrat. Mais pourquoi vous ne parlez pas de Socrate et de Saint-Type? Ah oui, Saint-Type. Bien sûr. Je pourrais vous parler de Socrate et Saint-Type. Je pourrais vous parler. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que vous me classiez. Alors, je les classe. Alors, c'est dynamique. Dynamique. Parce que Socrate,
c'est pas seulement, ça aurait été conflictuel, mais comme lui, il était philosophe, c'était plutôt dynamique. Donc, peut-être que la dame se plaignait un peu, hein, des coutumes de ce monsieur qui passait son temps à philosopher, parler avec tout le monde. Mais comme lui, ça lui formait le caractère, il les prenait tout à fait bien. Donc, c'était un couple dynamique. Il avait même des enfants, il était responsable. C'est ce point de vue qui éclaire énormément mon regard sur la période de... Voilà. D'accord. D'ailleurs, il y avait un livre excellent. C'est pour ça qu'il s'est suicidé heureux. Heureux, c'est ça, oui. Non, ça n'a rien à voir. Je ne crois pas. Ça, c'est votre intervention. On va faire une nouvelle écriture de l'histoire. Bien. Après, je voulais vous parler sur Salvador Dali et Gala. Ça, c'est un cas, en termes de couple, très intéressant. Évidemment, là, je l'ai mis comme exemple de la mort totale. Vous connaissez un petit peu l'histoire de Dali et Gala. Donc, ils se rencontrent par l'intermédiaire de Paul Éluard, qui était l'époux à l'époque de Gala, quand ils sont dans la plage de Figueras, enfin, là, où habitait Dali, qui était 10 ans plus jeune que Gala. Mais quand ils se trouvent sur cette plage, c'est le coup de foudre instantané. Et on dit justement que lui, il déclare que les moments les plus d'expérience, plus passionnants de sa vie, est cette rencontre avec celle qui va devenir sa femme. Et il dira que lors de cette rencontre, il lui dit, mon petit, nous n'allons plus nous quitter. C'est ce qui fut le cas. Donc alors là, c'est le type foudroyant, fait comme. Dali dira, ça c'est très connu, elle est mon sang, mon oxygène, l'ange de l'équilibre. Ou encore, elle est ma gravida, celle qui avance, ma victoire, ma femme, elle me guérit, grâce à la puissance indomptable et insondable de son amour, dans la profondeur des pensées et l'adresse pratique des passeurs les plus ambitieuses méthodes psychanalytiques. Bon, tout ça, c'est les écritures un peu tordues, n'est-ce pas? J'hésite à le dire dans les temps de Dali, mais bon, je vous laisse le faire. En tout cas, souvenez-vous qu'il apparaît, c'est sa muse inspiratrice. Il y a énormément de tableaux, elle sera représentée sous toutes les formes, depuis les signes, avec les corps tout découpés, ou parfois comme la Vierge, donc tout. Hein, elle peut passer par toutes les formes. En tout cas, Gala comprend Dali, sa fragilité, sa nervosité, sa peur panique, parce que c'était un être à la fois génial, mais très torturé intérieurement. C'était pas une personne simple. Donc elle veille sur lui, dans un sens, c'est plus une relation de sa part, mère-fils. Elle va le protéger. Elle est à la fois l'intendante, la femme d'affaires avisée, ça c'est sûr, la gestionnaire, l'agent de son œuvre, la mère, la muse, l'égérie et la compagne. Elle devient sa femme civilement en 1932, sur les conseils de Paul Éluard, que quand il se rend compte qu'évidemment il n'y a plus rien à faire, il semble qu'il a eu une fille, mais il ne s'est plus du tout occupé de sa fille, et religieusement en 1958. C'est un couple tellement lié que personne ne conçoit l'un sans l'autre. Et Dali bâtit leur mythe. Elle est la source exclusive de son inspiration et apparaît dans ce tableau, comme on disait. Elle alimente sa création, les pousse à produire, bon. Les réunions sublimes est un cas rare dans l'histoire de l'amour et des mythes. L'aliénation est génératrice de beauté et d'infinie liberté par l'art. Elle est le brasier ardent qui stimule la création. Donc Gala est en même temps l'équilibre et lui permet de libérer sa propre créativité. Là, on a les côtés, disons, d'une sorte d'anima inspiratrice. Bon, ils vont s'aimer jusqu'à la mort de la muse, bien qu'après il aura aussi quelques maîtresses à part, mais au niveau, disons, de l'amour profond, il va garder un lien avec elle. Et il va mourir dans une de ces siestes qui étaient les rituels très espagnols, hein, les yoga espagnols et la sieste. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc, en fait, elle meurt en 1982 à Port-Ligat. Et il va la faire enterrer dans un château de Pujol, il a fait construire un château pas loin de l'endroit où il y a cette demeure tout à fait originale que vous avez dû voir. Donc, par contre, lui, au moment de la mort de Gala, il perd tous ses moyens, disons, il est un petit peu somnambulique. Il s'éclate dans une des chambres de la maison de Figueras et attend de rejoindre l'être qu'il a le plus aimé au monde. En fait, il a joué tous les rôles à travers ses peintures surréalistes, mais le plus grand sera celui d'avoir accouché de Dali.
de leur donner la mesure de sa démesure, l'embaume de sa vocation, l'essence inéluctable de sa route. Et lui va mourir le 29 janvier 1989. Donc en fait, 7 ans après, à l'âge de 84 ans. Et ils laissent tous deux une des plus grandes passions du XXe siècle. En tout cas, l'anima de Dali fut sublimé par son amour dans lequel il puisa une extraordinaire inspiration qui lui permit de retrouver les racines de son identité créatrice et les exprimer en toute sa puissance. Et j'ai trouvé que Claude Nougaro a fait une chanson, je sais pas si vous savez, Dali et Gala. Ah oui, c'est rigolo. Et avec son double d'au-delà, il fit l'amour aux galaxies. Gala fit des jours de Dali une unique nuit de Gala. Quand il la vit là devant lui, un choc céleste l'étoila. C'était soudain là devant lui, son double venu d'au-delà. Un dernier mot, s'il me permit, et qui n'engagera que moi, Dali ne serait pas Dali s'il n'avait pas connu Gala. C'est pas mal, hein? Donc, Claude Nougaro était très inspiré. Et le troisième exemple que je voulais donner, j'ai mis un quatrième, mais sur des gens en Suisse que m'ont connu, c'est le cas de Jung, hein, puisque vous savez bien que j'aime beaucoup la pensée de M. Jung, Carl Gustav Jung, et son épouse qui s'appelle Emma Rauschenbach, qui est un mariage dynamique. Je les classe dans les dynamiques. Donc, tout le monde connaît, n'est-ce pas, Carl Gustav Jung, médecin, psychiatre, psychologue, essayiste, fondateur d'un courant qu'on appelle de psychologie analytique, pour le différencier de la psychanalyse quand il va se brouiller un petit peu avec Freud qui invente la psychanalyse. Il naît en 1875, meurt en 1961. Il fait des études de médecine et justement des études de psychiatrie. C'est qu'à l'époque était vraiment la branche la moins connue, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les fous, on les mettait dans des espèces d'asiles terribles, on les mettait les camisoles de force, c'était un asile et l'hospice et la prison, tout ça. Donc c'était vraiment la catégorie la moins valorée. Mais comme il était très intéressé pour se découvrir de l'inconscient, il a beaucoup travaillé là-dessus. Alors on raconte qu'un jour, il visite la famille amie de ses parents, et il trouve, en rentrant dans l'escalier, une jeune fille, qui est Emma Rauschenbach. Et quand il la voit, en haut de l'escalier, il se dit, cette jeune fille sera ma femme. Point. Comme ça. L'animus et l'anima qui se racontent. Un cas typique de projection de l'anima, car il ignore toutes les qualités personnelles de la fille, mais il est emporté par la certitude de la connaître, de l'aimer, de vouloir l'épouser. Par contre, l'animus d'Emma fut plus lente à s'ébranler, et l'opposa en refus. C'était une fille qui appartenait à une famille des industriels très riches, disons, de l'époque. Lui, il était un fils de pasteur, sans aucune ressource. Donc, mais quand même, il dit qu'il n'était pas du même monde. Son père était un riche industriel et Jung était dans ses branches les moins glorieuses de sa profession. Il ne peut lui offrir qu'un logement de fonction dans un asile d'aliénés. Mais il était grand, brillant, d'une personnalité charismatique, promis un avenir brillant, et il a tellement insisté que finalement il a convaincu et à la fin il a accepté. Il s'est marié en 1905, il s'installe au Burg Hölzli, donc justement dans cet hôpital où il travaille, en attendant la construction de leur propre maison à Kuschnacht. Bon, il faut reconnaître que la fortune de la famille, de la femme, a aidé à avoir une maison absolument extraordinaire sur le bord du lac de Zurich. Et depuis, donc, il s'est installé là, il a reçu tous ses patients sur place, etc. Et il a écrit, nous sommes allés la visiter, comme je suis un peu fan de Jung, donc j'allais voir la maison, Ebolingen, la tour. Et sur l'entrée, il a mis la phrase suivante. Vocatus ad que non vocatus, Deus aderit. Appelé ou non appelé, Dieu sera présent. C'est pas mal. Pour dire que, qu'on le veuille ou pas, on est en lien avec l'invisible. Donc, ils s'installent en 2008, ils auront 5 enfants, entre 1904 et 1914. Donc, ce fut une mère et une épouse admirable. Et en même temps, elle devient sa collaboratrice. Donc, il va l'aider, il va réaliser des investigations dans certains domaines de psychologie sous les conseils et l'impulsion de Jung, notamment pour approfondir la compréhension du principe de l'anima perçu depuis une perspective féminine. Elle était très spécialisée dans le thème du Graal et le cycle de roi Arthur. Donc, ils ont écrit des choses très intéressantes.
Bon, Jung se lie d'amitié avec Freud, avec qui il collabore, il fait un voyage en Amérique, bon, hein, et il y a une divergence importante, parce que comme Freud a une vision strictement matérielle, n'est-ce pas, de la libido, le sexe, etc., et Jung a une vision beaucoup plus spiritualiste, et il y a une rupture qui s'est produite en 1913, et qui conduit Jung à un état de vraiment une profonde crise. Il rentre dans une crise très forte pendant cette période, qu'en même temps, en 1913, il a des visions, des choses étranges, il écrit plein de dessins qui après seront dans les célèbres livres rouges. Cette rupture le mène à une dépression qui dure quelques années, mais lui permet de faire entrer en profondeur avec son propre inconscient. Il passe par des moments très difficiles. Alors, attention, parce que là vient la subtilité, la complexité de cette histoire. Pendant cette période, il ne trouve pas en Emma une figure de son anima qu'il nomme Salomé, mais il la trouve dans Toni Wolff, une jeune femme qui deviendra aussi sa collaboratrice et compagne de route, ou pour employer un terme alchimique, sa soror mystica. Donc il y a une troisième personne qui va intervenir dans le couple. Vous en aviez parlé. Oui, c'est ça. Et là, par contre, je pense que c'est des gens qui s'imposent. Elle joue un rôle irremplaçable au moment où Jung eut l'impression de devenir fou. Donc en fait, elle va l'aider, à tel point que justement, Emma, que l'épouse, va considérer que c'est tout à fait correct. Enfin, disons que c'était utile pour lui. Donc elle va pas être affectée par cette... Là, on serait en fait... Donc, elle dira, Jung les aimait toutes les deux. Emma Jung avait déclaré qu'il donnait autant l'une que l'autre et confiait un ami. Voilà ce qu'il disait Emma Jung. Je serai toujours reconnaissante à Toni d'avoir fait pour mon mari ce qui ni moi ni personne d'autre n'aurait pu faire pour lui en ces heures critiques. Toni porta tout le poids de la possession de son anima, bon, jusqu'à ce qu'il puisse incarner ce féminin en lui. Donc, il aida ce processus d'individuation. Emma restera toute sa vie son ancre, son appui, sa source terrestre de stabilité. À partir de 1922, Jung construit à Bollingen, au bord du lac, une simple demeure qui devient sa tour. Un endroit où il n'y a pas d'eau courant, il n'y a rien, il n'y a pas d'électricité, c'est une espèce de tour un peu ancienne. Et là, il va se ressourcer, écrire ses textes, s'inspirer. Il va avec sa famille aussi. Sur le seuil, il fit graver, bon, une inscription. Dans ce lieu sans aucun confort, il prenait contact avec les sources de son être, et c'était le refuge de son âme. Et vers la fin de sa vie, donc il y avait une bâtisse avec une tour, et il construit une deuxième tour, qui avait un lien secret avec les morts. Et il l'achève en 1955. Toni Wolff meurt en 1952, et Emma en 1955. Et il y a une pierre tombale, enfin, une pierre, enfin, il n'y a pas la tombe, mais il y a quelque chose consacré à cette femme. Et voilà ce lien profond à la fin. 2 jours avant la mort d'Emma, alors qu'elle sombrait dans le coma, Jung reçut une illumination qui ne pouvait venir que d'elle. Un éclair. Elle a fait la lumière sur un mystère aux racines séculaires qui était incarné chez elle et avait exercé sur ma vie une influence immense et une insondable profondeur. Elle eut une mort royale et sans souffrance. Et peu de temps après, il lui apparaît un rêve, parce que vous savez que Jung et les rêves, il avait gardé la mémoire de ses rêves depuis l'enfance. Toute sa vie, sa propre évolution psychologique, travaillait en rapport avec les rêves. Et regardez ce qu'il dit. Elle portait la plus belle robe de sa vie. Son visage paisible reflétait une expression de connaissance et de savoir au-delà du brouillard des affects. Ce visage résumait leurs 35 années de mariage. L'amour d'Emma pour Jung fut un cours terrible, car elle avait été pour lui une aide inappréciable et constante. Elle avait défendu lors de ses démêlés avec Freud, supporté et pardonné ses infidélités conjugales. Elle avait été dans son travail une assistante incomparable. Cette mort le laissa anéanti. Le choc que j'éprouvais est si fort que je ne peux plus ni me concentrer, ni retrouver ma capacité à m'exprimer. Donc il va rester un temps dans cet état un peu de deuil, vous voyez, assez profond. Et il disait qu'il demeurait au contact d'Emma dans les silences audibles, un sentiment ineffable de proximité au-delà de la mort. Mais comme il n'était pas seul, parce qu'il y avait une personne, une sorte d'intendante, que la propre épouse avait choisi pour l'accompagner quand elle avait commencé à être malade, jusqu'à la fin de ses jours, il était accompagné de cette personne, de ses enfants. Elle meurt tranquillement le 6 juin 1961, près des siens. Il affronte son trépas les yeux ouverts. Un de ses amis disait que 2 jours avant sa mort, il était déjà dans un pays lointain
où il devait voir des choses merveilleuses, car il souriait et semblait heureux. Un de ses derniers rêves, c'est quand il lui apparaît, ça y est, le Bollingen céleste est fini, ma tour, je peux y aller. Ce couple était fait de deux âmes qui marchaient vers leur propre individuation et ont su se retrouver pour œuvrer ensemble dans la même direction en apportant leurs expériences pour aider autour d'eux. Au premier abord, l'attitude d'Emma pourrait nous apparaître comme celle d'une épouse loyale et soumise, mais en réalité, elle traduit une grandeur d'âme, car elle était capable d'inclure une situation très particulière dans son couple, par amour et conscience de ce qui est bon pour l'être aimé. C'est donc un mariage dynamique où les deux partenaires savent s'enrichir et grandir ensemble à travers leurs relations que nous devons situer également dans les contextes de leur moment historique, bien sûr. Voilà. Avec ça, je finis mon exposé à une heure raisonnable pour que vous puissiez partir en vous remerciant d'avoir ajouté une troisième note. Comme ça, on est 3 plus 1, 4, donc c'est très bien. Et bien, voilà ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. C'est un petit peu particulier, mais ça me paraissait utile, pour ça que j'ai mis dans les livres, d'expliquer un petit peu mieux ces différentes modalités, les différents styles qu'il peut prendre les mariages, mais qu'on peut en quelque sorte choisir. Pour ça, j'avais une question d'exercice que je mettais dans les livres. Est-ce qu'on peut choisir quel type de mariage on veut construire? Et ça dépend un petit peu de nous-mêmes, de notre capacité d'identité forte et claire, de savoir comment aller dans ce sens. Et il y a plein d'autres exemples, mais comme ça, vous avez une petite grille d'interprétation. Merci à vous de votre attention. Et on se retrouve, pour ceux qui seront là, les 4 mai, où j'arrive à la troisième stade de notre travail, sur la dimension symbolique et philosophique, et on va traiter sur le miroir des psychés et le mystère de l'anima et l'animus.